Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis quelque temps, un débat est ouvert et ce débat c'est en rapport avec les manœuvres de dévaluation du franc CFA. Des spéculations indiquent même de nouvelles parités. 1 euro pour 500 francs CFA en Afrique de l'Ouest, 1 euro pour 1300 francs CFA en Afrique centrale. C'est-à-dire une dévaluation dans un cas et peut-être pourquoi pas une réévaluation dans l'autre cas. Pour les tenants de la dévaluation, eh bien, c'est le passage obligé pour sortir de la récession en Afrique centrale. Pour d'autres, eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins que des conséquences de l'indiscipline budgétaire et financière de la sous-région Afrique centrale, malgré les multiples mises en garde de la France et des institutions financières internationales. Oui, encore les institutions de Bretton Woods et leur camisole de force. Et voilà que renaît le débat sur la pertinence de ces mesures. Le débat sur la question de la souveraineté des politiques économiques, le débat sur la question de la souveraineté monétaire. Une monnaie africaine ne serait-elle pas la principale solution face à ces multiples spectres de dévaluation qui planent sur l'Afrique depuis plusieurs années? Avec ces mesures du FMI et de la Banque mondiale, le risque d'évaluation est-il maintenant écarté, notamment pour les pays de l'Afrique centrale? Le Cameroun pouvait-il se passer de cet autre diktat qui a tout l'air d'un nouveau programme d'ajustement structurel? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, professeur Hubert Kanga, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir aux très nombreux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci. Vous êtes ingénieur statisticien, économiste, vous êtes également homme politique. J'ai bien précisé que vous êtes militant panafricaniste. Vous vous définissez vous-même comme un résistant anticolonialiste, révolutionnaire panafricaniste. Et vous vous battez pour sortir le Cameroun de la zone CFA. Cela d'ailleurs consigné dans un ouvrage, notamment « Ce pourquoi je me bats ». Et c'est peut-être pas le seul ouvrage parce qu'il y a d'autres. J'ai par exemple sous les yeux le Cameroun au XXIe siècle, quitter la CEMAC puis œuvrer pour une monnaie unique dans le cadre des États-Unis d'Afrique. Publié en l'an 2000. Voilà, en l'an 2000, une préface de Abel Yinga et une postface du professeur Sindjun Pokam. C'est exact. Voilà, exact. merci. Donc, comme vous voyez, ça fait donc déjà depuis une vingtaine d'années que j'ai introduit le débat sur ces problèmes monétaires, économiques, en politique. Parce qu'avant moi, le professeur Tundian Pouemi, dans son maître ouvrage Monnaie, servitude et liberté, avait fait le travail du scientifique. Donc j'interviens en tant qu'homme politique pour avoir transporté ce débat sur le champ politique, pour démontrer que ce que les savants, ce que les économistes ont écrit peut être appliqué concrètement. D'accord, on le verra dans le courant de cette émission. Merci, professeur Kangan, d'être venu sur le plateau de 237 débats. J'introduis également David Kenyé, bonsoir. Bonsoir Duval, merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes économiste et spécialiste de la microfinance. Et vous êtes consultant auprès de plusieurs organisations nationales et internationales, la Banque mondiale, la Commission de l'Union européenne, entre autres, et puis vous dirigez un cabinet ici à Douala. Merci David d'être venu sur ce plateau. C'est le plaisir partagé et bonsoir chers téléspectateurs, et je suis content de participer à ce débat sur la dévaluation du franc CFA. Attends, vas-y, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour ce qui concerne les téléspectateurs, vous connaissez déjà assez bien. Je vais préciser simplement que vous êtes économiste et vous êtes banquier. Et donc, vous comprenez assez facilement et assez aisément. Et vous pouvez expliquer aux téléspectateurs les notions en rapport avec les problèmes de finances, de la monnaie, ainsi de suite. Donc, merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission. C'est moi plutôt qui vous remercie. Je profite d'ailleurs de cet instant pour saluer tous les téléspectateurs. Alors, nous avons un quatrième invité qui va nous rejoindre sur ce plateau, mais en attendant, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Vous avez entendu parler de cette affaire d'évaluation du franc CFA. Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit que c'était une rumeur, une fausse rumeur, ou bien vous pensiez effectivement que cela pouvait être vrai?
réalité, lorsqu'on parle de dévaluation, ou que ce soit des rumeurs ou pas, cela augure justement à quelque chose de pas du tout équilibré. C'est-à-dire que il faut qu'on le sache, si on parle d'évasion, ça veut dire que la politique économique ne produit pas les résultats escomptés. Donc, dans ce genre de situation, elle devient donc comme une solution qui doit permettre de régler le problème en ce qui concerne la création des richesses. C'est-à-dire que pour vous, le contexte socio-économique, non, dans la sous-région ou bien dans la zone CFA de façon globale, était tel que... de façon globale, lorsqu'on parle d'évaluation, ça veut dire que l'économie va mal. C'est-à-dire que c'est une façon pour ceux qui sont en charge de gérer la situation, de corriger et d'essayer d'apporter des solutions. Vous savez, une évaluation, ce n'est que la conséquence des politiques économiques négatives qui ont été mises en place. On ne dévalue pas pour le plaisir. Dévaluer, ça veut dire que l'on pense que certains équilibres dans les agrégations fondamentaux ne sont pas acquis. C'est-à-dire que lorsque vous avez une balance commerciale qui est structurellement déficitaire ad vitam aeternam, c'est-à-dire que vous importez plus que vous n'exportez, lorsque vous avez un endettement qui vole déjà à plus de 6% du déficit budgétaire, lorsque vous avez une croissance qui était estimée à hauteur de 6% et qui va se retrouver en 2015 à 4,8 et maintenant on parle de 3%. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui sont clairs. Il ne faudrait pas que lorsque les Camerounais veulent amener des débats, ils veulent... Non, si jamais on décide d'évaluer, c'est parce qu'avant cela, il faut le dire, toutes les politiques qui ont été mises en place par les institutions de prêtres ont échoué. C'est de manière claire, il faut le dire. Ça veut dire que lorsqu'on a fermé, privatisé, lorsqu'on a coupé, pour dire par simple, les salaires par 2 fois. Lorsqu'on a, on a mis toute une batterie de structures, de mesures, jusqu'à devenir pays pauvre très endetté, vous comprenez au final que j'ai peur que ces énièmes plans d'ajustement ne produisent pas d'effet. Donc, dans ce cas, il est totalement normal et naturel qu'en tant que scientifique, que l'on puisse penser que, ayant tout essayé, entre guillemets, la seule chose qui va aujourd'hui, c'est de dire qu'on dévalue. Alors, David Kenyé, sur cette question-là, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Martin qui semble indiquer que lorsqu'on commence à parler, lorsqu'on commence à faire planer le spectre d'évaluation, ça veut dire que, de façon globale, les politiques économiques qui ont été mises en place ont pratiquement échoué. Et que là, il s'agit de trouver une mesure qui permet effectivement de sortir la tête de l'eau. Oui, je crois que je suis d'accord en partie avec ce que Martin vient de dire. En tout cas, en fait de l'évaluation du franc CFA, je crois qu'à ce jour, un certain nombre de conditions sont réunies pour procéder à cette évaluation, même si ce n'est pas toutes les conditions. Notamment la baisse des réserves de devises. En 2015, on était dans la zone CMA à 6 500 milliards d'euros. En 2016, fin 2016, les devises ont baissé à moins de 3 000 milliards de francs CFA, qui constitue une baisse drastique. En 2014, nous avions un taux de couverture des réserves en devises dans la zone CFA de 90%. Et en fin 2016, nous retrouvons à 56%. Ce qui constitue un grand danger. Si le niveau de réserve continue à baisser, on ne pourra pas échapper à l'évaluation du franc CFA. Sauf que jusqu'à l'heure actuelle, la situation n'est pas encore, elle est critique, mais n'est pas encore alarmante. Alors justement, moi je pose la question parce qu'on se souvient qu'en décembre dernier, il y a eu une conférence des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale à Yaoundé. Et au terme de cette rencontre-là, je crois que la première résolution qui avait été prise, ou bien la première recommandation qui a été faite, c'est que le franc CFA ne sera pas dévalué. La situation était déjà pour autant, déjà assez difficile. Est-ce que on est dans un marché de dupes? Duval, nous avons ou bien on essaie de surprendre. Le pays de la zone CFA ont signé des accords de coopération avec la France. Donc la dévaluation ne dépend pas forcément des chefs d'État africains. Je donne un exemple simple. Dans l'un de ces accords, il est prévu que si les réserves de change
sont inférieurs à 20%, automatiquement le processus de dévaluation sera déclenché. En décembre 1993, le taux de réserve était de 17%. Automatiquement, le Premier ministre Balladur a déclenché le processus et en janvier 1994, on a dévalué. C'était incontournable, on ne pouvait rien faire, c'est des accords qu'on a signés. Mais pour le moment, nous sommes à 54%, 54,6%, donc il y a encore de l'espoir. C'est pour ça donc le 23 décembre, la DG, la directrice générale du Fonds monétaire international et le ministre français des communes des finances, Michel Sapin, sont venus sonner tirer la sonnette d'alarme aussi sur l'État africain, l'Afrique centrale, pour leur dire attention, nous sommes à 54,6%. Si vous continuez, on vous a exposé à une deuxième dévaluation. Et on sait ce que c'est que la dévaluation pour un pays comme le Cameroun, pour un pays comme l'Afrique centrale en général, comme la Portugal, qui dépend à près de 90% des recettes pétrolières, des recettes pétrolières. Et qui dit recettes pétrolières dit matières premières, dont le secteur secondaire est pratiquement nul. Et c'est le secteur secondaire qui développe un pays. Alors, quelle est votre analyse de cette question, professeur Bakanga? Le spectre d'évaluation qui plane depuis quelque temps, on parlait d'une humeur. Maintenant, bon, on dit que ce ne sera peut-être pas forcément cela, compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs. Bien. Vous avez fait allusion tout à l'heure à mon livre que j'ai fait publier en l'an 2000, intitulé « Le Cameroun au XXIe siècle, quitter la CEMAC, puis œuvrer pour une monnaie unique dans le cadre des États-Unis d'Afrique ». J'ai écrit à la page 133, noir sur blanc, que nos États sont entrés dans une période de dévaluation cyclique. Et que si rien n'est fait, 20-25 ans, il y aura des valeurs. Si tout reste figé, si les conditions ne sont pas changées, pourquoi? Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que le franc CFA n'est pas actif dans l'économie. Tout ce que nous exportons n'est pas produit avec le franc CFA. Tout ce que nous produisons, que ce soit le café, le coton, le cacao, ou le pétrole. Les pétroliers ne demandent pas de crédit auprès des banques. C'est en CFA. Ils produisent en dollars, puisqu'ils amènent leurs capitaux de l'extérieur. Quant au cacao, café, coton, aucun planteur ne bénéficie d'aucun crédit. Donc le CFA, il ne participe pas à la production. Conséquence, toutes les réserves de change, c'est-à-dire les recettes d'exportation, n'étant pas proportionnelles à la masse monétaire émise en CFA, étant complètement déconnectées, dès que, comme il vient de dire, c'est dit dans la convention de compte d'opération, lorsque votre masse monétaire n'est couverte qu'à 20%, lorsque les réserves, le montant des réserves au compte d'opération représente seulement 20% de la masse monétaire, se déclenche automatiquement. On le dit. Mais la difficulté vient du fait que vous ne pouvez pas, grâce au CFA, c'est-à-dire grâce au crédit que les banques accordent aux producteurs, vous ne pouvez pas, grâce à l'augmentation de la masse monétaire, accroître les exportations. C'est ça le problème. C'est que le franc CFA ne joue pas dans la production. Prenez le bilan de n'importe quelle banque. Vous allez voir les crédits qu'on accorde. Il y a deux sortes de crédits. Il y a le crédit à la production. Bon, à part peut-être les bananeraies de Penja qui peuvent de temps en temps obtenir des crédits pour payer les employés, aucun planteur de cacao, aucun planteur de café, même pas à la rentrée, ne peut obtenir un crédit pour envoyer ses enfants à l'école et payer après. Il se débrouille tout seul. Ce qui fait donc que, oui, je l'ai dit, le franc CFA n'intervient pas. On attend donc que les réserves produites,
j'ai failli oublier. J'ai dit qu'il y a deux sortes de crédits. Il y a le crédit à la production. Mais le crédit à la production n'est pas accordé aux producteurs. Il est accordé aux exportateurs agréés qui attendent que les producteurs prennent tous les risques. Pour qu'on se comprenne bien. Oui. Il y a une rumeur qui a circulé au sujet d'une probable dévaluation du franc CFA. Oui. Et les autres panélistes en intervenant tout à l'heure ont indiqué que les indicateurs, oui, certes, sont je suis d'accord avec eux, mais que pour l'instant, il n'est ça pas ne s'impose pas envisageable. Oui, ça ne s'impose pas. Et nous sommes dit, en revenant un peu plus en arrière, qu'il y a quand même eu cette rencontre de décembre qui tirait la sonnette d'alarme et qu'il y a un ensemble de mécanismes qui devaient être mis en place par les États et par le gouvernement pour essayer de redresser la situation. Non, la situation... Certains ont appelé cela une nouvelle forme de programme d'ajustement structurel. Et on a le sentiment effectivement que depuis quelques jours, le mécanisme est enclenché, puisque effectivement on parle déjà des prêts et autres qui sont octroyés. Puisque vous parlez de la conférence extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale, enfin de la CEMAC, du 23 décembre 2016, il y a eu 21 résolutions. La première écartait le changement de parité. Bon, ça veut dire que le problème s'est posé. Je ne vois pas pourquoi on peut réunir 5-6 chefs d'État pour dire qu'on ne va pas dévaluer si le problème ne s'est pas posé. La résolution, il y a une autre résolution, j'ai oublié le numéro, mais il faut vérifier si ce n'est pas le 7, qui disait l'alternative à la dévaluation était les programmes d'ajustement structurel. On ne veut pas prononcer le mot parce que c'est devenu un traumatisme. Les gens se souviennent que la dévaluation, puisqu'on parle d'ailleurs de passer de 655,957 francs CFA pour 1 euro à 1300, ça fait pratiquement 50% de dévaluation. Il faut que je précise que la dévaluation en soi n'est pas une mauvaise chose. En soi, un pays comme la Chine entretient même la faiblesse de sa monnaie pour pouvoir exporter. Ça devient un problème lorsque on tarde à dévaluer. Je vais prendre une image très simple. Vous avez une gangrène qui commence ici au bout du doigt. Si on coupe la phalange là, c'est fini. Mais si vous voulez, si vous persistez, la gangrène va monter jusqu'à ce qu'on soit obligé de couper au moins l'avant-bras ou peut-être même tout le bras. Donc si la dévaluation, encore une fois, j'avais averti que si rien n'est fait, il y aura dévaluation et le taux de dévaluation sera proportionnel au temps mis pour effectuer la dévaluation. C'est-à-dire, plus vous tardez, je chute en disant ceci, dans des pays qui se respectent, quand vous voyagez hors du Cameroun, vous y allez avec des euros ou avec des dollars. Vous avez des tableaux qui donnent le cours de la monnaie locale par rapport aux devises. Donc, il y a flottement, il y a flottaison plutôt. Ce qui fait que la dévaluation est quotidienne. La dévaluation ou la révaluation est quotidienne. Mais quand c'est rigide, un taux fixe, prenez un arbre sec, on ne peut pas le manipuler. Vous touchez, ça se casse. Donc, le fait d'avoir un taux fixe entre le CFA et l'euro étant une monnaie forte, fait que on nous soumet au même régime macroéconomique que les pays. Et vous voyez que même des pays comme la Grèce n'ont pas pu supporter. On revient sur cette question-là tout à l'heure. Alors, Martin, sur la question de la situation économique ou socio-économique qui a donné lieu, ou peut-être qui a engendré cette rumeur-là, on a appris effectivement ces jours-ci que le FMI a accordé un prêt de quelques 666 millions de dollars au Cameroun avec un déblocage immédiat, je crois, de 171 milliards de francs CFA. Le constat qu'on a
Bref, on indique que sur 3 ans, avec ces mesures-là, on pourrait arriver à un redressement de l'économie du Cameroun, selon les exigences qui ont été indiquées, en y associant certainement une bonne dose de crédibilité et de transparence. Est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on était obligé d'y aller? Non, le véritable problème de la monnaie, il faut-il encore le rappeler, ce n'est que le reflet de la forteresse de l'économie. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait pas maintenant que les gens ne dorment plus au Cameroun parce qu'on parle d'évaluation. Ce n'est pas un fait qui doit faire bouger les Camerounais. Chacun sait exactement quelle est la situation de l'économie camerounaise. Faut-il encore le rappeler, vous savez, on voit toujours là où on tombe, mais on ne voit pas là où on a glissé. Mais croyez-vous que les problèmes de structure de notre économie datent de 1984? Vous savez très bien que les loupés que le Cameroun fait, c'est depuis les indépendances. Il faut le dire, parce que même dans les débats comme nous faisons aujourd'hui, tout le monde parle, mais personne ne veut toucher du bout du doigt les problèmes du Cameroun qui sont structurels, à travers les politiques économiques et monétaires qui ont été adoptées. Là, on a l'impression que tout ce que nous disons là, on oublie qu'une politique économique et monétaire efficace et dynamique est là pour une chose, réduire le chômage et améliorer les conditions de vie des populations. Alors si moi je m'en tiens à ça, je me rends compte que tout ce qui est fait depuis, au plan macro, au plan micro, est un échec puisque le chômage est à plus de 70%. De quoi parlons-on? Nous disons qu'une économie, une monnaie, n'est que le reflet du dynamisme de son économie. Donc, alors, si vous me dites aujourd'hui, moi j'étais à Yaoundé ce matin, pour la police, je vous dis, M. Duval, si vous arrivez à la province, vous allez voir le nombre de Camerounais jeunes désireux d'entrer dans la police. C'est vous dire le degré du niveau de chômage qui existe au pays. Alors, tous les jours, on nous dit qu'on a signé un prêt, on a dit, mais je vous dis, je vous le répète encore, un pays qui ne produit pas et qui continue à s'endetter, un pays qui va au chaos. Je vous rappelle que si la France, qui nous donne aujourd'hui, c'est des gens qui n'arrivent pas à... Pourquoi la France accroche à l'Allemagne? Parce que l'Allemagne est le maître de la rigueur budgétaire. Sommes-nous capables aujourd'hui de mettre en place une politique budgétaire restrictive? Ça, c'est une vraie question. Si on décide de faire, parce qu'on n'arrive à rien faire, c'est anormal que toutes ces mesures que le FMI nous dit aujourd'hui, on le décrit depuis. Mais je veux dire, quelle est la part de l'économie, je veux dire, des facteurs exogènes? Parce que, effectivement, là, vous parlez de la politique économique, donc qui est essentiellement endogène. Mais il n'y a qu'en dehors du Cameroun, il y a d'autres pays de la sous-région qui connaissent les mêmes difficultés. Je veux dire, non, peut-être pas au même niveau. Non, c'est parce que, parce que nos économies ont continué à dormir, à sommeiller. Je vous rappelle que si les Camerounais l'oublient aujourd'hui, le pétrole était la manne la plus dynamique et plus efficiente à l'époque. Mais ce pétrole était objet. Voyez-vous que vous avez un pays qui a l'or, qui a le diamant, qui a le pétrole, et vous décidez que le produit qui vous produit le plus de recettes, vous le mettez objet qu'on ne le contrôle pas. Donc, nous avons aujourd'hui le problème de l'industrialisation. Donc, quand on regarde les fondamentaux d'une économie qui va en se développement, on constate que son secteur secondaire dans l'industrie se développe. Au Cameroun, non. Laissez-moi finir. Au Cameroun, non. Est-ce que, de vous à moi, notre industrie a régressé ou bien se développe, ou bien est en train de se développer? C'est en cela que, lorsque vous avez fait FMI et Banque mondiale nous demande de resserrer, et je vous dis encore une chose, c'est que les Camerounais, les Africains doivent comprendre que le FMI, c'est une banque. Le FMI est une banque qui a pour objectif de faire des bénéfices. Donc ce n'est pas au FMI de venir et créer les politiques économiques de nos pays. Donc aujourd'hui, l'échec est d'abord camerounais, c'est d'abord sous-régional, avant qu'il ne soit l'association de notre mariage entre la France et nous. Donc nous avons loupé la matérialisation de l'industrialisation au Cameroun depuis les années où le pétrole nous apportait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je vais finir là. Trouvez-vous normal que lorsqu'on a moins d'argent
puisque nous ne transformons pas. C'est le moment où on a le plus grand nombre de projets. Avec quel argent nous allons les financer? Et au jour d'aujourd'hui, chaque enfant qui naît a au moins 300 000 francs de dette. Quand il naît, nous allons les rembourser avec quoi? Et je chute en disant ceci. Vous pensez vraiment que de vous à moi Duval, c'est le énième plan d'ajustement, ce qui va faire quoi? Moi, je ne crois pas en ça. Alors, David Kenny, sur cette question-là, il dit qu'il est d'accord avec ce qui a été fait avant. Je crois avoir lu, par exemple, une analyse de Babi Sakana sur la question qui indiquait que le problème du Cameroun n'est pas un problème conjoncturel et qu'il est essentiellement structurel. Et que, de façon précise, il croit que la difficulté se situe au niveau de la planification stratégique. L'analyse qu'il fait rejoint un peu celle-là. Mais la question, moi, que je pose, parce qu'il a semblé remettre en question, ou bien, je vais dire quoi, déconstruire la aider à la reconstruction d'une économie. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, je veux simplement dire que lorsqu'on aborde le point d'évaluation du franc CFA, il faut éviter de le circonscrire au Cameroun. C'est un problème sous-régional. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Mais le problème qui nous préoccupe le plus, c'est l'Afrique centrale. Et de manière globale, on rencontre les mêmes indicateurs qui sont favorables à l'amorce du processus de déclenchement de l'évaluation. Notamment, vous verrez qu'au niveau de l'endettement, les pays de la zone CEMAC sont très endettés. Le taux d'endettement va de 60% à 80% au Congo-Brazzaville. Et l'endettement permet d'acheter des matières, d'acheter des produits que nous importons. Et cet endettement ne permet pas de stimuler la production. Et c'est là où la Banque centrale avait un rôle important à jouer. La Banque centrale a 3 grandes missions. Essayer de garantir la parité de notre franc CFA. Deuxièmement, stabiliser le prix. Troisièmement, stimuler la croissance. Mais la Banque centrale, la BER et la BCEAO ont plutôt tendance à privilégier la première mission. Elles se battent pour stabiliser la parité du franc CFA et mettre au calendrier grec la stabilisation des prix sur le marché et la stabilisation de la croissance, ce qui est mauvais. En conséquence, il n'y a aucune attention, on n'a aucune attention qui est portée sur les productions locales, la transformation. Un exemple simple. Aujourd'hui, en Afrique centrale, on importe pratiquement tout. On importe tout jusqu'au cuidant. Vous verrez combien de ministres d'Afrique centrale peuvent venir sur la télévision avec une chemise africaine, avec une chemise locale. Donc tout est importé. Et lorsque nous dépendons de l'importation, on ne peut pas transformer. Et lorsqu'on ne peut pas transformer, on ne peut pas créer de la richesse. Tout à l'heure, M. Hubert Kamgan disait qu'il n'y a pas de crédit. C'est vrai que c'est vrai qu'il était un peu plus dur. On accorde le crédit, mais pas comme on aurait souhaité. Parce qu'il y a beaucoup de frais à l'octroi de crédit. Un exemple. Le coût des impôts et taxes, lorsque vous demandez un crédit à la banque, est très élevé. La taxe qui permet de produire la richesse, qui permet de créer la richesse, vient renchérir le coût de crédit. Et ça bloque, ça freine, ça constitue un obstacle à la production. Donc, ensuite, on a noté de manière globale en Afrique centrale un déficit, le niveau de déficit budgétaire est assez élevé, notamment au Congo qui approche pratiquement 18%, ce qui est à mon avis alarmant. Donc avec toutes ces conditions réunies, nous pensons que si les chefs d'État africains dans leur politique ne tirent pas les taureaux par les cornes,
Je crois qu'on n'est pas loin d'une dévaluation. Je voulais ajouter quelque chose en disant qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous continuez à importer, vous fabriquez la croissance dans les pays de ceux qui fabriquent les produits et vous créez de l'emploi. C'est-à-dire que tout est au... Je ne veux pas dire que tout est au rouge, mais lorsque nous savons que notre balance commerciale, ça part d'abord de là, parce que la balance des paiements, c'est tous les mouvements. Hein. Lorsque vous savez que de façon structurelle, quand on dit structurelle, c'est un gros mot, dans la durée, hein, le Cameroun, la balance commerciale camerounaise a toujours été déficitaire. Ça veut dire que nous importons plus que nous exportons. Hein. Ça veut dire que, au lieu de chercher les voies et moyens pour créer, hein, pour créer la croissance chez nous, on la crée vers des pays qui fabriquent ces produits et qui nous envoient ici. Vous comprenez? Donc il y a un double enjeu négatif. Non seulement nos devises, on ne peut pas les vendre. Lorsque les cours baissent, on a moins de devises, notre coût d'opération baisse en termes de valeur absolue. En même temps, nous n'arrivons pas à créer de l'emploi. Donc, pour moi, c'est le nœud et le cœur de notre problème, de notre économie. Et si vous regardez très bien, toutes ces économies, lorsque les coûts des matières premières sont hauts, chacun pense qu'il est à l'aise. Et vous avez constaté aujourd'hui que pour toutes ces économies qui ne sont pas assez diversifiées, c'est le branle-bas. Okay. On reçoit sur ce plateau Maître Jean Diomou, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les autres panélistes. Merci bonsoir Hubert Kangal. Bonsoir, bienvenue à Douala. Oui, merci. Je suis heureux d'être sur ce plateau avec vous. Merci. Alors, vous nous avez donc rejoint sur ce plateau. Je voulais juste indiquer qu'avant votre arrivée, on échangeait sur la question de cette rumeur autour de la dévaluation du franc CFA. Et puis dans le sillage de ces rumeurs-là, il y a ce prêt que le FMI a accordé au Cameroun dans le sens de l'aider à redresser son économie. Bon, peut-être que tout à l'heure on verra avec Hubert Kangal et les autres s'il faut faire un lien entre tout cela. En tout cas, on sait que tout est parti pratiquement entre griffes. Hein, si on parle des origines immédiates, peut-être de cette conférence du décembre 2016 à Yaoundé, où on a tiré la sonnette d'alarme et où il était question de prendre un certain nombre de mesures pour essayer donc de remettre les économies des pays de la sous-région Afrique centrale sur les rails. Et donc, il y a une série de mesures qui est donc engagée là. La question que je vais poser, vous êtes avocat et très souvent vous avez des gens à la barre. C'est peut-être vous qui êtes à la barre ce soir. Est-ce que vous reconnaissez comme celui qui a fait circuler cette rumeur sur la dévaluation du franc CFA? C'est bon de me mettre à la barre. Oui, je plaide coupable. Oui, effectivement, j'ai publié une alerte. Dans mon rôle d'alerte, j'ai tiré l'alarme sur la dévaluation du franc CFA, qui n'est pas une rumeur, ce qu'on va dire. Puisque de toutes les façons, l'alerte a permis que des gens qui sont concernés se mobilisent, que ce soit les États, ici et là-bas, que ce soit les banques. Des réunions ont eu lieu pour se préparer. Donc ce n'est pas une rumeur, c'est une on va dire quoi, c'est une nouvelle. C'était une nouvelle, et ça le reste d'ailleurs. Sur quoi vous fondez-vous pour... Sur des faits concrets, et sur les rapports de nos experts, sur des faits concrets, très simples. Je ne suis pas économiste comme Hubert Kamga et peut-être les autres panélistes, mais je suis quelqu'un qui a quand même, on va dire quoi, un peu de la jugeote, tout simple. C'est-à-dire que celui qui sait que 1 plus 1 égale 2, d'après ce qu'on lui a dit. Et donc, tout part de la visite de Madame Lagarde, et ici, qui est la directrice du Fonds monétaire international, et de M. Sapin, qui était ministre de l'économie, lorsqu'ils sont venus pour parler des problèmes de l'Afrique centrale, spécifiquement avec le président. Il parlait de décembre 2016. Oui, décembre 2016, 23 décembre 2016 à Yaoundé. Oui. Donc, quand ils sont venus pour voir M. Paul Biya, pour l'inviter à rassembler ses autres collègues de l'Afrique centrale, il était question de tirer la sonnette d'alarme sur une probable dévaluation. Et c'était ça qu'ils avaient dans leur mallette.
Et le président de la République, M. Paul Biya, avait donné la parole au doyen, à M. Obiangema, qui leur a dit que nous ne pouvons pas discuter de dévaluation avec vous parce que ça causerait trop de problèmes en ce moment avec nos... Oui, mais sur les faits, puisqu'on parle des faits, sur les faits, oui. Au sortir de cette rencontre-là, Oui. c'était indiqué de façon claire dans la déclaration qui avait suivi que le franc CFA ne serait pas dévalué. D'où vient donc finalement que quelques semaines après... Allons-y. Bon, vous voulez qu'on brûle les étapes, on peut brûler effectivement les étapes. C'est-à-dire quelques semaines après, on pensait effectivement que le problème était résolu puisqu'il avait été convenu que nous devrions nous serrer les ceintures. Ouais. Donc, mais il s'avère que le rapport que la Banque européenne a fait, le Trésor français a fait aux officiels, c'est-à-dire un rapport tout à fait technique, montrait que il y avait pour la France pas d'autre solution que d'évaluer, de nous faire peser le poids de la dévaluation. Ça, c'est le rapport qui a été donné à Macron, disant que telle que la situation se présente, avec notre balance commerciale déficitaire, comme venait de l'indiquer mon voisin de droite, Martin, M. Martin, il n'y avait pas d'autre solution que d'évaluer. Et ça, c'est le rapport qui lui a été donné. Et donc, nous avons dit que en 1994, c'était la même chose qui s'était passée. Personne ici en Afrique centrale n'avait réagi parce qu'ils avaient regroupé les ministres des Finances à Dakar et c'est là-bas où on a mis tout le monde au courant de la dévaluation. Chacun a été simplement informé et indiqué qu'il devait rentrer chez soi pour préparer ses troupes à se serrer la ceinture, à diviser les salaires, etc. Oui, mais ce qu'on a entendu sur ce plateau, c'est qu'un rapport du Trésor français seul ne suffit pas pour qu'on opère une dévaluation. Si nous vous avez suivi, comme nous, la campagne présidentielle en France. Il ressortait dans tous les candidats disaient que la situation de la France était au plus mal, financièrement parlant. Donc qu'elle avait des difficultés. Mais il se trouve que quelqu'un qui a des difficultés, la France qui a des difficultés, est liée à nous par rapport à un contrat. Le contrat de 1972 sur la convention, n'est-ce pas, monétaire que nous avons avec elle, qui fait d'elle notre garante. Garante, c'est quoi? C'est comme une assurance qui dit qu'elle est garante de la convertibilité illimitée. C'est l'article 7 et 9 qui dit que la France, pour gérer notre monnaie, gérer la gestion de notre monnaie et la fabrication de notre monnaie, la contrepartie, c'est qu'elle doit garantir la libre convertibilité illimitée. Et j'entends par libre convertibilité illimitée le fait que si nous sommes en difficulté, ou s'il y a un sinistre, l'assureur couvre. Donc nous sommes en difficulté, c'est notre assureur, c'est notre garant, c'est-à-dire la France, qui injecte donc les fonds. Okay. Qui injecte les fonds. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, il y a eu une autre réunion européenne avec Macron et avec Angela Merkel, d'où il a été ressorti que la signature des APE avec les Africains visait pour objectif de concurrencer les produits chinois. Maintenant, si nous allons à la dévaluation, l'objectif ne sera pas atteint parce que les produits français, les produits européens qui vont venir chez nous seront frappés de la dévaluation et donc on n'aura pas atteint l'objectif. Parce que l'objectif était qu'ils soumettent leurs produits, soi-disant de bonne qualité, par rapport aux produits chinois un peu de qualité douteuse, et que le consommateur devait préférer donc acheter les produits occidentaux. Maintenant, si on dévalue, qu'ils viennent, ils ne pourront donc pas faire cette concurrence-là, l'objectif ne sera donc pas atteint. C'est pour ça que la Banque européenne a accepté donc de couvrir, puisqu'ils sont à l'euro, de couvrir le déficit que nous pouvons avoir. Voilà. Donc ça, c'est ce que je sais. Non, il y a beaucoup d'inexactitudes dans ce que j'entends là. Non, disons que moi, ce que je dis, comme je vous ai dit, j'ai des informations sur lesquelles l'analyse l'économie ne m'appartient pas. Pas l'économie, non, même juridique. Allez-y. Même juridique déjà. C'est la convention de compte d'opération. Il y en a eu en 1973 entre la France et les États membres de la BERC et qui a été révisée en 2007. La convention, pour résumer, dit que la France s'engage à convertir de façon illimitée. Oui. Mais attendez,
Non, je dis rien, je vous écoute. Est-ce que je suis en train de parler? Je vous écoute. Je ne peux pas me permettre d'être impoli. En prenant et converti avec les réserves que vous avez vous-même déposées auprès du Trésor français. Il a même parlé de la Banque centrale. Il n'y a pas de rapport entre nos États. C'est pas moi qui ai parlé de la Banque centrale, c'est lui. Non, vous avez parlé de la BCE. J'ai dit c'est lui. Encore, il est sur le plateau. D'accord. Non. Nos accords sont faits avec le Trésor français. Voilà. Et le Trésor n'est pas un organisme monétaire. Vous ne pouvez pas avoir un découvert au Trésor, puisque le Trésor ne crée pas de la monnaie. Il y a une différence, mais à l'époque coloniale, avec des pays qui étaient des colonies britanniques. Leur compte était logé auprès de la Banque d'Angleterre. Donc la Banque d'Angleterre pouvait leur prêter de l'argent. Donc la France ne s'est jamais engagée à couvrir tout. C'est faux. La France dit, vous exportez vos réserves de change, vous les déposez dans un compte d'opération, on émet la masse monétaire qu'on autorise correspondant est proportionnelle à vos dépôts. Et c'est pour ça que lorsque les dépôts baissent, on serre le vis du crédit. C'est aussi simple que ça. Ouais. Lorsque Maître Momo a dit, non, nous nous adressons au public. Ça, c'est son interprétation, mais les faits sont ceux que je dis là. Si la France était engagée à couvrir tout, elle aurait logé plutôt notre compte auprès de la Banque de France. Parce que la Banque de France peut créer de la monnaie et prêter. À la différence du Trésor. Le Trésor ne peut pas prêter un sou monétaire. Et c'est pour ça, souvenez-vous du terme, quand il y a un problème, la France dit qu'elle fait une aide budgétaire, pas monétaire. C'est très important. Ceci dit, j'ai l'impression que ce que j'ai donné, que ça ne passe pas encore. Non, on parle de production, n'est-ce pas? Qu'on ne produit pas. Vraiment. À partir du moment où la monnaie ne sert pas au financement des productions locales. Et je l'ai démontré, vous avez confirmé, vous avez même amplifié en disant que, en plus, même le peu de crédit qui est donné est grevé par des taxes qui font que de toute façon, le crédit ne permet pas de mener une activité rentable, à plus forte raison exportatrice. Donc, la monnaie, le CFA, ne joue pas son rôle de production. Parce qu'on dit on ne produit pas, mais la monnaie précède la production. C'est-à-dire le crédit, si vous n'obtenez pas le crédit, avant, vous ne pouvez pas produire. Et vous verrez, quand il dit que nous importons tout, mais vous êtes banquier, je crois. Dépouillez vous-même les bilans des banques. Regardez à quoi servent les crédits que les banques accordent. La productrice d'un d'igname ne peut pas obtenir un crédit pour produire l'igname. Le tailleur ne peut pas obtenir un crédit. On donne le crédit à l'exportateur agréé. Ça, c'est le crédit prétendument à la production. Donc, il produit le service de ramassage des produits que les paysans, avec leurs ongles, sans crédit, ont réussi à produire. Donc la quantité ne peut pas être élevée. Et c'est pour ça que les produits du sous-sol, qui sont, eux, exploités, non pas avec le franc CFA, puisque c'est à haute intensité capitalistique. Et les capitaux sont des dollars qui viennent de l'extérieur. Vous regarderez, et les capitaux sont des dollars qui viennent de l'extérieur. Vous regarderez, aucun pétrolier ne fait appel au crédit. Je ne sais pas si vous êtes banquier. Aucun pétrolier ne fait appel. Plutôt, leurs réserves, quand ils exportent, ils déposent les réserves, ce qui fait que leur compte est approvisionné. Donc, ils ne font pas recours aux banques pour produire. Ok. Alors, David, peut-être 2 ou 3 choses pour que les téléspectateurs comprennent très bien de quoi il est question. Première chose, je crois qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la menace le risque ou bien la menace d'évaluation du franc CFA est maintenant écartée.
On peut le dire, on peut le dire de façon... S'il vous plaît, il faut expliquer très bien. Mais parce aux que gens. j'avais indiqué tout à l'heure. Attendez, il faut expliquer très bien aux téléspectateurs. Parce que dire que c'est écarté sans le dire. Pour l'instant, il faut que ce soit bien clair. Oui. Pour des arguments comparativement à l'année 93 qui a été l'année où on a déclenché le plan d'évaluation. Oui. En 93, tous les pays de la CEMAC, en tout cas tous les pays, les 14 pays de 15 CFA, même. oui, 15 pays de CFA étaient en récession. En fait, la croissance était pratiquement négative, le taux de croissance était négatif. Oui. Mais aujourd'hui, le taux de croissance est positif dans tous les pays de la CEMAC. Donc, au moins pour ce premier cas, on comprend que ça nous met à l'abri de la dévaluation. Deuxièmement, en 93, le taux de couverture de nos engagements à court terme par les réserves de devises était de 17%. Aujourd'hui, nous sommes à 54%. Ça, c'est un deuxième élément qui nous sécurise, qui nous rassure. C'est-à-dire qu'on était à moins de 20%. Nous étions à moins de 20%. Aujourd'hui, on en est à 54%. Voilà, on est à 54%. Oui. Parce que dans les accords de coopération, dès lors que, tant que vous n'êtes pas à 20%, la dévaluation n'est pas automatique. Mais en dessous de 20%, c'est automatique. Okay. Bon, troisièmement, en Afrique centrale, en dehors du Congo, qui a un taux d'entraînement par rapport au PIB de 20%, et un taux de déficit budgétaire qui est à près de 18%, et dans une certaine mesure la Guinée équatoriale, je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer. Les 4 autres pays sont encore dans le pipe. Il ne faut pas s'alarmer. Ce qu'on reproche à nos États d'Afrique centrale, c'est le fait que le train de vie de l'État est très très élevé. Le gouvernement est pléthorique et le gouvernement avec beaucoup de... ça coûte cher. Il y a beaucoup de commissions, beaucoup de comités qui absorbent le budget de l'État pour rien. Tenez par exemple au Gabon, un pays comme le Gabon. Le Gabon a 1 800 000 habitants, avec 150 000 populations actives. Et le Gabon emploie 100 000 fonctionnaires. Imaginez-vous. Donc l'État est le premier employeur. Ce n'est pas normal. C'est toutes ces choses qui font en sorte qu'on dit que nous sommes en train de frôler le spectre de la dévaluation. Mais si on agit sur tous ces indicateurs-là, nous pouvons quand même travailler. Et je voudrais m'inscrire un peu en faux pour corriger ce que le grand frère vient de dire, qu'on n'accorde pas le crédit. Non, on accorde le crédit. Pour faire quoi? Monsieur Hubert, non, écoutez, quand vous parlez, je n'ai pas répondu. Mais écoutez, les banques accordent près de 2000 milliards de crédits aujourd'hui au Cameroun. La microfinance près de 350 milliards aux agriculteurs. Le problème avec le crédit au Cameroun, c'est que le crédit ne permet... Non, c'est l'accès est difficile, mais le crédit ne permet pas de créer la richesse. Pour des raisons simples. Pour des raisons simples. Non, ça vous rejoint pas. Non. On accorde le crédit, mais le crédit ne permet pas de créer la recette parce que le crédit est surtaxé. Et de deux, l'accès à l'énergie, l'électricité et l'eau pour faire fonctionner les usines pose problème. Les infrastructures routières et de communication posent problème. On en parlait récemment lorsqu'on exploitait le bilan du Cameroun Business Forum, en indiquant effectivement qu'il y avait un certain nombre d'insuffisances à ce niveau-là qu'il fallait régler pour faire décoller le climat des affaires et donc améliorer la production et permettre... Je vais terminer en disant que Maître Momon joue son rôle et moi, je suis pas d'accord avec lui, il joue son rôle d'homme politique et peut-être l'opposition, dont le rôle est d'attirer l'attention, d'alerter, c'est ça. Il peut apprendre que le taux de population le taux de réserve est de 54%, mais il a l'air en disant que c'est de 30% pour amener les gens à réfléchir. Donc, mais qu'à ça ne tienne, il faut qu'il soit rassuré, on n'est pas quand même proche de la dévaluation. Non, Duval, oui, s'agissant vraiment d'hommes politiques, n'est-ce pas? Oui. Il est évident que même si la dévaluation, comme il le dit, n'est pas prête, ce n'est qu'un sursis. Ce n'est qu'un sursis de toutes les façons. Moi, homme politique, je dis, comment se fait-il qu'une soixantaine d'années après ce qu'on a appelé indépendance, nous ayons encore besoin de l'ancien colonisateur, même si c'était pour couvrir, même si c'était pour couvrir la totalité. Ça, c'est le rôle de l'homme politique que je suis.
Donc, je ne peux pas dire en tant qu'homme politique que la France est engagée à nous couvrir. Je ne veux pas de ce genre de couverture. L'homme politique doit dire non, je dois voler de mes propres ailes. Et je ne veux pas de cette aide. Est-il possible que quelqu'un d'autre prenne la parole? Ça c'est dans la deuxième partie de l'émission. Alors, je voudrais qu'on sorte définitivement de cette première partie. Si, peut-être que je peux avoir la parole. Oui, vous allez prendre la parole maintenant. Je voulais juste indiquer le canevas pour qu'on se comprenne très bien. Donc, nous avons planté des corps. Enfin, il est question pour nous de voir que, d'abord, de balayer rapidement cette rumeur en rapport avec la question de l'évaluation. Ça a été clair, c'est que pour l'instant, les indicateurs ne sont pas tels qu'on peut envisager une évaluation de franc CFA. Mais c'est quand même bien que les uns et les autres aient joué leur rôle d'alerte. Très bien. Disons que c'est un sursis. Deuxième chose maintenant, les mesures qui ont été prises par les institutions financières internationales pour accompagner les États dans le redressement économique. Je crois que c'est à ce niveau qu'on était dans le débat, en attendant maintenant de revenir sur la question de la souveraineté monétaire dans la deuxième et la dernière partie de l'émission. Donc vous étiez en train d'indiquer, Antoine Mazin, que il faut faire un bon diagnostic. Et ensuite, il faut prendre des mesures qui s'imposent. Et le diagnostic, selon vous, c'est que l'État, on est dans un État, je veux dire, dans un pays, que ce soit le Cameroun ou les autres pays de la sous-région Afrique centrale, il a parlé tout à l'heure de la Guinée, du Gabon, on peut prendre le cas de la Guinée et bien d'autres pays, c'est qu'on est dans des États dépensiers. Et donc, il est question d'être un peu plus rigoureux en matière budgétaire. Je crois que c'est bien ce que vous êtes en train d'indiquer. Et que maintenant, il faut travailler davantage sur le financement des activités qui soient créatrices, génératrices de revenus. Oui, en fait, il ne faut pas qu'on continue à tromper les peuples. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de ces discours qui disent que les indicateurs produisent quoi? Un indicateur, c'est quoi? La croissance a un seul objectif: créer de la richesse et créer de l'emploi. Et ça doit se ressentir dans le panier de la ménagère. Alors, quand j'entends que c'est parce que notre malheur, c'est que nous subissons, nous n'anticipons pas. Si le FMI se déplace, si le ministre de l'économie, M. Sapin, se déplace, s'ils ont un document qui dit que vous devez dévaluer, c'est parce que justement, ils ont procédé à ce qu'on appelle en économie des anticipations rationnelles. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on vous dit aujourd'hui que vous êtes à 54% de taux de couverture que vous devez dormir. Au contraire, une économie dynamique et proactive doit travailler sur des simulations des situations qui peuvent provenir dans 5 ou 10 ans. Donc alors, moi je suis d'accord avec M. Keye qui dit, bon, tout le taux de couverture. La monnaie, c'est quoi? Est-ce que notre richesse produite dans notre pays continue à baisser? Alors, comment une économie peut être tranquille si la production intérieure brute baisse? Non, je ne peux pas être d'accord avec ce qu'il dit. C'est totalement faux et archi faux. La situation est grave. Et si on s'amuse au Cameroun, par exemple, on n'atteindra pas les 3,5 cette année. Et il y a cela encore, je crois, 2-3 ans, je vous disais que nous ne rêvons pas. Le jour où le Cameroun, tant qu'il n'a pas procédé à des politiques restrictives, budgétaires restrictives, au niveau de la gouvernance, au niveau de la justice, vous aurez donné tout le pétrole au Cameroun, toute la bourse au Cameroun, rien ne se passera. Donc nos réformes... Oui. D'accord qu'il faut tirer à sonner l'alarme. Mais est-ce que la situation seule du Cameroun peut être problématique au point où on en arrive à une situation où il faut que tous les autres pays... Parce qu'il semble qu'il y a des pays en Afrique centrale qui ont des situations qui soient pires que celles du Cameroun. Non, parce que les économies ne sont pas diversifiées. Nous sortons un peu parce que nous sommes d'abord le leader, parce que notre économie est un peu diversifiée. Mais ces pays-ci, il y a de ça 2 ans, qui pouvaient parler devant la Guinée équatoriale. Je suis en train de vous dire le problème, il est notre incapacité à penser des modèles économiques. Vous croyez que le modèle économique que donne le FMI, moi, ça ne me sied pas. C'est des modèles qui ont produit un seul résultat, c'est l'échec. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que parce que le taux de croissance est positif, parce que le taux de couverture est remonté à 54, parce que non, il faut qu'on se le dise, nous avons raté, il y a cela 30 ans ou 40 ans, notre capacité à développer le secteur industriel, le secteur secondaire. Oui. Et cela aujourd'hui pèse, et tant que nous sommes arrimés à ces politiques du FMI et la Banque mondiale, moi je vois encore très mal. Je vous dis aujourd'hui que nous allons recommencer dans 3 ans. Je vous dis qu'on va créer notre plan. Ces plans d'ajustement successifs ne produisent rien, au contraire, créent plus de corruption,
Je vous rappelle que moi, ce que j'aurais souhaité, je vais chuter là-dessus, c'est que, au lieu que la banque, le FMI, continue de donner l'argent, qu'on fasse d'abord le point de ce qu'a produit toutes les ressources que le FMI a données au Cameroun. Quelle est cette banque-là qui vient là? Vous venez chez moi, M. Duval, vous avez votre dossier de crédit. Je vous dis que vous avez une entreprise. Quand je fais l'analyse de votre bilan, il n'y a pas que les chiffres. Nous disons dans l'analyse financière que ce qui est plus important, c'est d'abord le descriptif. Si vous êtes incapable de décrire votre projet, le taux d'intérêt que je vous donne après, le reste que je vous donne après, ne sert à rien. Mais Martin, en attendant de la parole à David, sur cette question, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas fait d'évaluation. Après la première dévaluation et le programme d'ajustement structurel qui a été mis en place... Je parle de l'évaluation du banquier prêteur. Qui est le FMI. Dans le cas d'espèce, le programme d'ajustement structurel qui avait été mis en place, pour certains, effectivement, il y a une évaluation, puisque il y a eu, on a parlé de l'atteinte du point d'achèvement, ensuite il y a eu comment ils ont appelé ça, la réduction à la dette, et puis après les États ont retrouvé leur souveraineté dans l'établissement des politiques. Si vous ne me laissez pas parler, nous allons faire comme on fait habituellement, parler des gros mots et que les gens ne comprennent. Je vous dis ceci, si je dis le contraire, vous me pouvez le contraire. Je vous dis ceci, les politiques d'ajustement qui ont été produites par FMI sont des échecs. Et je vous dis ceci, que si je suis banquier, vous me posez votre demande de crédit, je suis à même de vous dire que pour que je vous donne ce crédit-là, faites-moi ceci. Quand le FMI donne l'argent au Cameroun, il se passe quoi? Une fois qu'ils ont donné 400 milliards, est-ce qu'ils viennent derrière pour savoir si effectivement ce qu'ils ont dit de faire, on l'a fait? Non, c'est passé par des missions de contrôle qui vont intervenir de façon régulière. Donc ça veut dire que si l'argent qui est prêté en 2017 ne suit pas un autre mécanisme de sécurisation, les mêmes causes, dans 3 ans, vont produire les mêmes effets. Vous comprenez? Ok. Je crois qu'il serait juste que je prenne aussi la parole. Oui, allez-y. Parce que, bon, peut-être que pour vous dire mon sentiment, que je suis un habitué des plateaux. Et quand je tombe dans un traquenage, je sais le reconnaître. C'est-à-dire que quand on attache mes bras derrière et on me jette dans un ring, je sais reconnaître qu'on a attaché mes bras derrière pour laisser à mes adversaires le soin de me démolir. Vous m'avez invité ici pour parler, on va dire ça, d'une rumeur. Vous ne m'avez pas laissé placer un mot, vous avez laissé expliquer par les autres que c'était une rumeur. Je rebondis pour vous dire que ce n'était pas une rumeur, c'était une nouvelle. Et que l'épervier ne s'en est pas éloigné. Que mon cri d'alerte était d'éloigner l'épervier, mais l'épervier continue de rôder. Parce que nous ne sommes pas sortis. La monnaie d'échange entre la dévaluation que nous avons éloignée d'un petit peu est que nous rentrons de plein pied dans l'ajustement structurel. L'ajustement structurel est un autre nom de faillite. La faillite. C'est-à-dire qu'on a failli 2 fois. En 1994, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. On avait failli, on était entré dans la dévaluation. Cette fois-ci, après quelques années, on est entré dans l'ajustement structurel pour nous remonter. Cette fois-ci, je voudrais rappeler le passé. Pendant que nous étions en pleine crise économique, en 1997, le régime de M. Paul Biya voulait acheter un avion qui s'appelle Albatros. Alors qu'on avait serré les ceintures, serrez vos ceintures, personne n'achète plus rien. On a voulu contourner les exigences du FMI pour quand même acheter. Donc je vous rejoins quand vous dites que on est toujours dépensier. C'est-à-dire qu'on expose toujours des dépenses, si bien que je ne suis pas certain que le milliard qu'on vient d'emprunter là, au FMI pour pouvoir redresser notre balance va servir à quelque chose tant que les gens au pouvoir vont continuer à prendre cet argent et aller l'utiliser à des fins personnelles, à le détourner. Ok. Non, je ne passe pas un examen et je ne demande pas à M. Hubert de sanctionner ce qui est vrai. Il a dit je vais chuter. Non, j'ai toujours dit, je suis tout à fait, j'assume ce que je dis. Et en assumant, je complète ce que j'ai dit l'autre fois, que c'était une vérité et ça le reste. Et tant que les autres n'ont pas trouvé leur intérêt, c'était nous qui devions payer les pots cassés. Je suis persuadé, et c'est même dans le livre de Hubert Kamga,
Je crois que j'ai lu ça. Oui, oui. Les lois là. Ils tentent aujourd'hui, en plein écran, de réfuter l'existence, de donner une autre lecture à l'article 7 et à l'article 9 de la Convention, qui dit que convertibilité illimitée, pour moi, un profane. Ça veut dire que quand il y a un sinistre, mon assurance couvre. Si ma voiture, si tu colles ma voiture, l'assurance couvre. Pas parlé lui, il ne veut pas parler de ça. Compte d'opération. Ok. Non, le compte d'opération, c'est autre chose. Je vous ai parlé du compte d'opération, vous ne m'avez pas laissé expliquer. C'est pour ça, si on m'avait laissé expliquer, on aurait compris que c'est un compte qui enregistre nos importations. On revient à qui prenait 85%, maintenant c'est 50% pour garantir, n'est-ce pas, la convertibilité. Voilà, tu vois. Okay. Donc, si on m'avait laissé expliquer, dernier aspect, j'aurais expliqué cela tout tranquillement sans qu'on me coupe la parole. Qu'on me laisse aussi souvent comme les autres. Je crois qu'il faut, on est d'accord sur toutes les lignes que les conditions, que la situation n'est pas très bonne dans l'Afrique centrale, en Afrique centrale. Voilà. Mais nous sommes sur un plateau, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'au sorti ici, il y a des gens qui nous suivent. Si on donne l'impression qu'on est d'accord qu'il y aura des dévaluations, les gens vont envoyer leur argent à l'étranger. Oui, ça nous sommes d'accord. C'est dangereux. Donc, et je dis et je le répète que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait d'évaluation. Et il faudrait que nous prenions nos responsabilités. On est d'accord. On est très bien d'accord que tout ne baisse pas dans l'huile. Mais la convention, les conventions de coopération prescrivent que nous devons déposer au moins 50% de nos réserves en devises sur les comptes d'opération. On est à 54%. Donc il n'y a pas à s'alarmer. Et ces mêmes conventions disent que c'est quand on est en dessous de 20% qu'on déclare pour l'évaluation. Nous sommes à 54%. Donc faisons très attention. Travaillons sur les mesures pour juguler le train de vie. Et justement parlant, évitons d'alarmer. Et justement parlant de ces mesures-là, et parlant justement de ces mesures-là, est-ce que vous êtes d'accord avec les autres qui estiment que le programme d'ajustement structurel, disons ça comme ça, tel qu'il est prescrit là maintenant, ne peut pas être une solution durable au redressement économique et véritablement un développement économique? Non, à mon avis, ça ne peut pas être une solution parce que tous ces programmes de bottom-up là sont là pour défendre les intérêts des étrangers. Ça, c'est clair. D'accord. Pour y arriver, la première des choses, c'est commencer par l'OMC. Les États de la zone CEMAC devraient aller obtenir de l'OMC un sursis pour pouvoir protéger les industries locales pendant au moins 25 ans. C'est ce que les pays asiatiques ont fait. Les pays asiatiques ont pu obtenir de l'OMC qui reste pendant 50 ans. Que leurs industries locales soient protégées pendant 50 ans contre la concurrence. Mais pour cela, il faut qu'ils soient en mesure de produire. Mais il faut qu'on soit en mesure de produire. Oui. Et c'est pas le plus difficile. Ouais. Nous avons les matières premières. Est-ce que vous savez que les conventions de coopération prévoient au départ que les colonies d'Afrique devaient uniquement produire des matières premières et l'Europe devait transformer. L'Afrique devait transformer. Mais aujourd'hui, on a quand même revu ces conventions. Aujourd'hui, on peut transformer. Donc, il faudrait que nos dirigeants promeuvent l'industrie locale, la transformation. Et pour ce faire, les dirigeants doivent consommer les produits locaux. Les ministres, les gouverneurs et autres quittent le week-end pour aller à l'étranger faire du shopping. Ouais, c'est pas normal. Quand même. Attends, allez en Afrique de l'Ouest. Allez en Afrique de l'Ouest. Les ministres s'habillent en afritude. Ils s'habillent en gandois. Prenez Roi et Maroc. Quand vous prenez dans l'avion Roi et Maroc, du dessert, de l'entrée jusqu'au dessert, c'est le produit marocain. Allez au Maroc, dans tous les restaurants marocains, même les restaurants étrangers qui s'installent au Maroc, on y consomme les produits marocains. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc est ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Donc si nous pouvons aujourd'hui nous faire violence et promouvoir les productions locales, consommer locales, je pense qu'on sortira. Quand on transforme,
on augmente la classe secondaire, et c'est la classe secondaire qui fait grandir un pays, qui fait croître un pays. Très bien. Donc, on Pardon, est d'accord que, puis-je on est dire- d'accord que je veux dire quoi, le salut passe par la rigueur budgétaire, par le patriotisme économique, J'aimerais par le bien- développement du tissu industriel, ainsi de suite. Donc, J'aimerais bien chuter là-dessus. Pardon, juste une seconde, pour dire que Et puis je suis parfaitement d'accord avec lui, mais comment faire avec ce régime qui est là, qui est un régime budgétivore, consommateur, criminel? C'est-à-dire que c'est eux, quand on parle de champagne là, de se laver avec le champagne, c'est eux. Quand on parle d'aller s'habiller à Paris, au Vuitton, là, c'est eux. C'est les grands qui sont là. Quand on parle des taxes, c'est encore eux. Comment vous voulez surtaxer tout? Si l'eau à boire, l'électricité, la banque, où vous pouvez emprunter de l'argent pour faire fonctionner, pour créer une industrie, vous ne pouvez pas le faire parce que l'État est partie prenante de ce que j'ai appelé la communauté des voleurs. C'est-à-dire que vous aurez accusé l'entreprise qui produit l'eau de voleurs, mais vous verrez que c'est l'État qui pousse. Okay. Puisque l'État, Alors, à sur chaque la question- facture, l'État, à D'accord. chaque facture, Ok, ça, c'est bien prend ce compris. qu'on appelle la TVA. Il y a la TVA et toutes les taxes sont partout et c'est le peuple qu'on presse comme de... Je ne parle pas en politicien, je parle en consommateur fâché qui trouve que je ne peux pas aller à la banque prendre de l'argent pour fabriquer les jus de mangue alors que les mangues pourrissent. Alors, pour ici. sortir de... Tout simplement parce que je ne pourrais jamais... La deuxième partie de cette émission, la dernière, c'est sur la question, je vais dire, c'est sur l'autre aspect, l'autre porte de sortie UA Kangan, programme d'ajustement structurel non évalué avec des résultats qui ne sont pas probants. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la souveraineté monétaire pourrait être la solution définitive par rapport à toutes les difficultés d'ordre économique que connaissent les Mais États cela va de sous-région? soi et je vais évoquer un sujet qui paraît anodin pour embrayer là-dessus. Quand on parle de la monnaie, il s'agit de la politique d'émission. Politique d'émission de la monnaie. C'est-à-dire que la Banque centrale décide d'accorder des crédits ou même de faire circuler les scies monétaires d'une certaine valeur. Je crois que chacun a constaté que quand vous allez à la banque, vous prenez une fiche de retrait. Voici une fiche de retrait. Vous avez la colonne des billets et la colonne des pièces. Si vous voulez retirer 35 000 francs, vous remplissez 2 000, 1 500 et peut-être des pièces, on va vous dire systématiquement qu'il n'y a pas de petites coupures. On va vous donner 3 billets de 10 000 et un billet de 5 000. Je veux dire qu'il y a raréfaction de la petite monnaie. Ouais. Ça n'a l'air de rien. Mais vous avez plus de 90% de la population qui est exclue de tout. Puisque ce sont des gens qui ne sont pas, quel que soit le taux de croissance, la seule manière pour la femme qui se promène avec les ignames bouillis ou le njakatou qui vend à 100 francs, sa seule source de revenus, c'est de vendre son bibelot. Et quand vous n'avez que des billets de 10 000, de 5 000 et pas de pièces, ces gens ne vous réalisent même pas 40% de leur chiffre d'affaires potentiel. Viens, vous lui sortez 5 000, vous voulez acheter des arachides pour 400, le petit garçon, et elle ne vend pas. Oui, absence de monnaie. Voilà pourquoi ça c'est délibéré. C'est pas seulement en Berck, même en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que la masse monétaire globale étant une image proportionnelle donc au montant des réserves déposées, cette masse monétaire, on fait en sorte que le petit peuple qui est le plus nombreux en profite le moins possible. Mais il n'a pas les moyens de
c'est fini. Mais si vous voulez, si vous persistez, la gangrène va monter jusqu'à ce qu'on soit obligé de couper au moins l'avant-bras ou peut-être même tout le bras. Donc si la dévaluation, encore une fois, j'avais averti que si rien n'est fait, il y aura dévaluation et le taux de dévaluation sera proportionnel au temps mis pour effectuer la dévaluation. C'est-à-dire, plus vous tardez, je chute en disant ceci. Dans des pays qui se respectent, quand vous voyagez hors du Cameroun, vous y allez avec des euros ou avec des dollars. Vous avez des tableaux qui donnent le cours de la monnaie locale par rapport aux devises. Donc, il y a flottement, il y a flottaison plutôt. Ce qui fait que la dévaluation est quotidienne. La dévaluation ou la révaluation est quotidienne. Mais quand c'est rigide, un taux fixe, prenez un arbre sec, on ne peut pas le manipuler. Vous touchez, ça se casse. Donc, le fait d'avoir un taux fixe entre le CFA et l'euro étant une monnaie forte, fait que on nous soumet au même régime macroéconomique que les pays. Et vous voyez que même des pays comme la Grèce n'ont pas pu supporter. On revient sur cette question-là tout à l'heure. Alors, Martin, sur la question de la situation économique ou socio-économique qui a donné lieu, ou peut-être qui a engendré cette rumeur-là, on a appris effectivement ces jours-ci que le FMI a accordé un prêt de quelques 666 millions de dollars au Cameroun avec un déblocage immédiat, je crois, de 171 milliards de francs CFA. Le constat qu'on a... Bref, on indique que sur 3 ans, avec ces mesures-là, on pourrait arriver à un redressement de l'économie du Cameroun, selon les exigences qui ont été indiquées, en y associant certainement une bonne dose de crédibilité et de transparence. Est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on était obligé d'y aller? Non, le véritable problème de la monnaie, il faut-il encore le rappeler, ce n'est que le reflet de la forteresse de l'économie. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait pas maintenant que les gens ne dorment plus au Cameroun parce qu'on parle d'évaluation. Ce n'est pas un fait qui doit faire bouger les Camerounais. Chacun sait exactement quelle est la situation de l'économie camerounaise. Faut-il encore le rappeler, vous savez, on voit toujours là où on tombe. Mais on ne voit pas là où on a glissé. Mais croyez-vous que les problèmes de structure de notre économie datent de 1984? Vous savez très bien que les loupés que le Cameroun fait, c'est depuis les indépendances. Il faut le dire, parce que même dans les débats comme nous faisons aujourd'hui, tout le monde parle, mais personne ne veut toucher du bout du doigt les problèmes du Cameroun qui sont structurels, à travers les politiques économiques et monétaires qui ont été adoptées. Quand on a l'impression que tout ce que nous disons là, on oublie qu'une politique économique et monétaire efficace et dynamique est là pour une chose, réduire le chômage et améliorer les conditions de vie des populations. Alors si moi je m'en tiens à ça, je me rends compte que tout ce qui est fait depuis, au plan macro, au plan micro, est un échec puisque le chômage est à plus de 70%. De quoi parlons-on? Nous disons qu'une économie, une monnaie, n'est que le reflet du dynamisme de son économie. Donc, alors, si vous me dites aujourd'hui, moi j'étais à Yaoundé ce matin, pour la police, je vous dis, M. Duval, si vous arrivez à la province, vous allez voir le nombre de Camerounais jeunes désireux d'entrer dans la police. C'est vous dire le degré du niveau de chômage qui existe au pays. Alors, tous les jours, on nous dit qu'on a signé un prêt, on a dit, mais je vous dis, je vous le répète encore, un pays qui ne produit pas et qui continue à s'endetter, un pays qui va au chaos. Je vous rappelle que si la France, qui nous donne aujourd'hui, c'est des gens qui n'arrivent pas à... Pourquoi la France accroche à l'Allemagne? Parce que l'Allemagne est le maître de la rigueur budgétaire.
Sommes-nous capables aujourd'hui de mettre en place une politique budgétaire restrictive? Ça, c'est une vraie question. Si on décide de faire parce qu'on n'arrive à rien faire, c'est anormal que toutes ces mesures que le FMI nous dit aujourd'hui, on le décrit depuis. Mais je veux dire, quelle est la part de l'économie, je veux dire, des facteurs exogènes? Parce que, effectivement, là, vous parlez de, je sais quoi, de la politique économique, donc qui est essentiellement endogène. Mais il n'y a qu'en dehors du Cameroun, il y a d'autres pays de la sous-région qui connaissent les mêmes difficultés. Je veux dire, non, peut-être pas au même niveau. Non, c'est parce que, parce que nos économies ont continué à dormir, à sommeiller. Je vous rappelle que si les Camerounais l'oublient aujourd'hui, le pétrole était la manne la plus dynamique et plus efficiente à l'époque. Mais ce pétrole était objet. Voyez-vous que vous avez un pays qui a l'or. C'est-à-dire que l'économie va mal. C'est-à-dire que c'est une façon pour ceux qui sont en charge de gérer la situation, de corriger et d'essayer d'apporter des solutions. Vous savez, une dévaluation, ce n'est que la conséquence des politiques économiques négatives qui ont été mises en place. On ne dévalue pas pour le plaisir. Dévaluer, ça veut dire que l'on pense que certains équilibres dans les agriculteurs fondamentaux ne sont pas acquis. C'est-à-dire que lorsque vous avez une balance commerciale qui est structurellement déficitaire ad vitam aeternam, c'est-à-dire que vous importez plus que vous n'exportez, lorsque vous avez un endettement qui vole déjà à plus de 6% du déficit budgétaire, lorsque vous avez une croissance qui était estimée à hauteur de 6% et qui va se retrouver en 2015 à 4,8 et maintenant on parle de 3%. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui sont clairs. Il ne faudrait pas que lorsque les Camerounais veulent amener des débats, ils veulent... Non, si jamais on décide d'évaluer, c'est parce qu'avant cela, il faut le dire, toutes les politiques qui ont été mises en place par les institutions de pétrole ont échoué. C'est de manière claire, il faut le dire. Ça veut dire que lorsqu'on a fermé, privatisé, lorsqu'on a coupé, pour dire par les simples, les salaires par 2 fois. Lorsqu'on a, on a mis toute une batterie de structures, de mesures, jusqu'à devenir pays pauvre très endetté, vous comprenez au final que j'ai peur que ces énièmes plans d'ajustement ne produisent pas d'effet. Donc, dans ce cas, il est totalement normal et naturel qu'en tant que scientifique, que l'on puisse penser que, ayant tout essayé, entre guillemets, la seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est de dire qu'on dévalue. Alors, David Kenyé, sur cette question-là, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Martin qui semble indiquer que lorsqu'on commence à parler, lorsqu'on commence à faire planer le spectre d'évaluation, ça veut dire que, de façon globale, les politiques économiques qui ont été mises en place ont pratiquement échoué. Et que là, il s'agit de trouver une mesure qui permet effectivement de sortir la tête de l'eau. Oui, je crois que je suis d'accord en partie avec ce que Martin vient de dire. En tout cas, en fait de l'évaluation du franc CFA, je crois qu'à ce jour, un certain nombre de conditions sont réunies pour procéder à cette évaluation, même si ce n'est pas toutes les conditions. Notamment la baisse des réserves de devises. En 2015, on était dans la zone CMA à 6 500 milliards d'euros. En 2016, fin 2016, les devises ont baissé à moins de 3 000 milliards de francs CFA, qui constitue une baisse drastique. En 2014, nous avions un taux de couverture des réserves en devises dans la zone CFA de 90%. Et en fin 2016, nous retrouvons à 56%. Ce qui constitue un grand danger. Si le niveau de réserve continue à baisser, on ne pourra pas échapper à l'évaluation du franc CFA. Sauf que jusqu'à l'heure actuelle, la situation n'est pas encore, elle est critique, mais n'est pas encore alarmante. Alors justement, moi je pose la question parce qu'on se souvient qu'en décembre dernier, il y a eu une conférence des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale à Yaoundé. Et au terme de cette rencontre-là, je crois que la première résolution qui avait été prise, ou bien la première recommandation qui a été faite, c'est que le franc CFA ne sera pas dévalué. La situation était déjà pour autant, déjà assez difficile. Est-ce que
On est dans un marché de dupes. Duval, nous avons Ou bien on essaie les pays de de la zone, surprendre. les pays de la zone Comment CFA le ont dire? signé des accords de coopération avec la France. Donc la dévaluation ne dépend pas forcément des chefs d'État africains. Je donne un exemple simple. Dans l'un de ces accords, il est prévu que si les réserves de change sont inférieures à 20%, automatiquement le processus de dévaluation sera déclenché. En décembre 1993, le taux de réserve était de 17%. Automatiquement, le Premier ministre Balladur a déclenché le processus et en janvier 1994, on a dévalué. C'était incontournable, on ne pouvait rien faire, c'est des accords qu'on a signés. Mais pour le moment, nous sommes à 54%, 54,6%, donc il y a encore de l'espoir. C'est pour ça donc le 23 décembre, la DG, la directrice générale du Fonds monétaire international et le ministre français des communes des finances, Michel Sapin, sont venus sonner tirer la sonnette d'alarme aussi sur l'État africain, l'Afrique centrale, pour leur dire attention, nous sommes à 54,6%. Si vous continuez, on vous a exposé à une deuxième dévaluation. Et on sait ce que c'est que la dévaluation pour un pays comme le Cameroun, pour un pays comme l'Afrique centrale en général, comme la Portugal, qui dépend à près de 90% des recettes pétrolières, des recettes pétrolières. Et qui dit recettes pétrolières dit matières premières, dont le secteur secondaire est pratiquement nul. Et c'est le secteur secondaire qui développe un pays. Alors, quelle est votre analyse de cette question, professeur Hébert Kangan? Le spectre d'évaluation qui plane depuis quelque temps, on parlait d'une rumeur. Maintenant, bon, on dit que ce ne sera peut-être pas forcément cela, compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs. Bien. Vous avez fait allusion tout à l'heure à mon livre que j'ai fait publier en l'an 2000, intitulé « Le Cameroun au XXIe siècle, quitter la CEMAC, puis œuvrer pour une monnaie unique dans le cadre des États-Unis d'Afrique ». J'ai écrit à la page 133, noir sur blanc, que nos États sont entrés dans une période de dévaluation cyclique. Et que si rien n'est fait, 20-25 ans, il y aura dévaluation. Si tout reste figé, si les conditions ne sont pas changées. Pourquoi? Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que le franc CFA n'est pas actif dans l'économie. Tout ce que nous exportons n'est pas produit avec le franc CFA. Tout ce que nous produisons, que ce soit le café, le coton, le cacao ou le pétrole, les pétroliers ne demandent pas de crédit auprès des banques. C'est en CFA. Ils produisent en dollars puisqu'ils amènent leurs capitaux de l'extérieur. Quant au cacao, café, coton, aucun planteur ne bénéficie d'aucun crédit. Donc le CFA, il ne participe pas à la production. Conséquence, toutes les réserves de change, c'est-à-dire les recettes d'exportation, n'étant pas proportionnelles à la masse monétaire émise en CFA, étant complètement déconnectées, dès que, comme il vient de dire, c'est dit dans la convention de compte d'opération, lorsque votre masse monétaire n'est couverte qu'à 20%, lorsque les réserves, le montant des réserves au compte d'opération représente seulement 20% de la masse monétaire, se déclenche automatiquement. On le dit. Mais la difficulté vient du fait que vous ne pouvez pas, grâce au CFA, c'est-à-dire grâce au crédit que les banques accordent aux producteurs, vous ne pouvez pas, grâce à l'augmentation de la masse monétaire, accroître les exportations. C'est ça le problème. C'est que le franc CFA ne joue pas dans la production. Prenez le bilan de n'importe quelle banque. Vous allez voir les crédits qu'on accorde. Il y a deux sortes de crédits. Il y a le crédit à la production. Bon, à part peut-être les bananeraies de Penja qui peuvent de temps en temps obtenir des crédits pour payer les employés, aucun planteur de cacao, aucun planteur de café
même pas à la rentrée, ne peut obtenir un crédit pour envoyer ses enfants à l'école et payer après. Il se débrouille tout seul. Ce qui fait donc que, oui, je l'ai dit, le franc CFA n'intervient pas. On attend donc que les réserves produites... oui, pardon, j'ai failli oublier. J'ai dit qu'il y a deux sortes de crédits. Il y a le crédit à la production. Mais le crédit à la production n'est pas accordé aux producteurs. Il est accordé aux exportateurs agréés qui attendent que les producteurs prennent tous les risques. Pour qu'on se comprenne bien. Oui. Il y a une rumeur qui a circulé au sujet d'une probable dévaluation du franc CFA. Oui. Et les autres panélistes en intervenant tout à l'heure ont indiqué que les indicateurs, oui, certes, sont je suis d'accord avec eux, mais que pour l'instant, il n'est pas fortement envisageable. Oui, ça ne s'impose pas. Et nous sommes dit, en revenant un peu plus en arrière, qu'il y a quand même eu cette rencontre de décembre qui tirait la sonnette d'alarme et qu'il y a un ensemble de mécanismes qui devaient être mis en place par les États et par le gouvernement pour essayer de redresser la situation. Non, certains ont appelé cela une nouvelle forme de programme d'ajustement structurel. Et on a le sentiment effectivement que depuis quelques jours, le mécanisme est enclenché, puisque effectivement on parle déjà des prêts et autres qui sont octroyés. Puisque vous parlez de la conférence extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale, enfin de la CEMAC, du 23 décembre 2016, il y a eu 21 résolutions. La première écartait le changement de parité. Bon, ça veut dire que le problème s'est posé. Je ne vois pas pourquoi on peut réunir 5-6 chefs d'État pour dire qu'on ne va pas dévaluer si le problème ne s'est pas posé. La résolution, il y a une autre résolution, j'ai oublié le numéro, mais il faut vérifier si ce n'est pas le 7, qui disait l'alternative à la dévaluation était les programmes d'ajustement structurel. On ne veut pas prononcer le mot parce que c'est devenu un traumatisme. Les gens se souviennent que la dévaluation, puisqu'on parle d'ailleurs de passer de 655,957 francs CFA pour 1 euro à 1300, ça fait pratiquement 50% de dévaluation. Il faut que je précise que la dévaluation en soi n'est pas une mauvaise chose. En soi, un pays comme la Chine entretient même la faiblesse de sa monnaie pour pouvoir exporter. Ça devient un problème lorsque on tarde à dévaluer. Je vais prendre une image très simple. Vous avez une gangrène qui commence ici au bout du doigt. Si on coupe la phalange là, qui a le diamant, qui a le pétrole, et vous décidez que le produit qui vous produit le plus de recettes, vous le mettez obligé qu'on ne le contrôle pas. Donc, nous avons aujourd'hui le problème de l'industrialisation. Donc, quand on regarde les fondamentaux d'une économie qui va en ce développement, on constate que son secteur secondaire dans l'industrie se développe. Au Cameroun, non. Laissez-moi finir. Au Cameroun, non. Est-ce que, de vous à moi, notre industrie a régressé ou bien se développe, ou bien est en train de se développer? C'est en cela que, lorsque vous avez fait FMI et Banque mondiale nous demande de resserrer, et je vous dis encore une chose, c'est que les Camerounais, les Africains doivent comprendre que le FMI, c'est une banque. Le FMI est une banque qui a pour objectif de faire des bénéfices. Donc, ce n'est pas au FMI de venir et créer les politiques économiques de nos pays. Donc, aujourd'hui, l'échec est d'abord camerounais, c'est d'abord sous-régional, avant qu'il ne soit l'association de notre mariage entre la France et nous. Donc, nous avons loupé la matérialisation de l'industrialisation au Cameroun depuis les années où le pétrole nous apportait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je vais finir là, trouvez-vous normal que lorsqu'on a moins d'argent, puisque nous ne transformons pas, c'est le moment où on a le plus grand nombre de projets. Avec quel argent nous allons les financer? Et aujourd'hui, chaque enfant qui naît a au moins 300 000 francs de dette. Quand il naît, nous allons les rembourser avec quoi? Et je chute en disant ceci. Vous pensez vraiment que de vous à moi, Duval, c'est le énième plan d'ajustement qui va faire quoi? Moi, je ne crois pas en ça. Alors, David Kenny, sur cette question-là, il dit qu'il est d'accord avec ce qui a été fait avant. Je crois avoir lu, par exemple, une analyse de Babi Sakana sur la question qui indiquait que
le problème du Cameroun n'est pas un problème conjoncturel et qu'il est essentiellement structurel. Et que de façon précise, il croit que la difficulté se situe au niveau de la planification stratégique. L'analyse qu'il fait rejoint un peu celle-là. Mais la question, moi, que je pose, parce qu'il a semblé remettre en question ou bien, je vais dire quoi, déconstruire la aider à la reconstruction d'une économie. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, je veux simplement dire que lorsqu'on aborde le point d'évaluation du franc CFA, il faut éviter de le circonscrire au Cameroun. C'est un problème sous-régional. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Mais le problème qui nous préoccupe le plus, c'est l'Afrique centrale. Et de manière globale, on rencontre les mêmes indicateurs qui sont favorables à l'amorce du processus de déclenchement de la dévaluation. Notamment, vous verrez qu'au niveau de l'endettement, les pays de la zone CEMAC sont très endettés. Le taux d'endettement va de 60% à 80% au Congo-Brazzaville. Et l'endettement permet d'acheter des matières, d'acheter des produits que nous importons. Et cet endettement ne permet pas de stimuler la production. Et c'est là où la Banque centrale avait un rôle important à jouer. La Banque centrale a 3 grandes missions. Essayer de garantir la parité de notre franc CFA. Deuxièmement, stabiliser le prix. Troisièmement, stimuler la croissance. Mais la Banque centrale, la BER et la BCEAO ont plutôt tendance à privilégier la première mission, qui est elles se battent pour stabiliser la parité du franc CFA et mettre au calendrier grec la stabilisation des prix sur le marché et la stabilisation de la croissance, ce qui est mauvais. En conséquence, il n'y a aucune attention, on n'a aucune attention qui est portée sur les productions locales, la transformation. Un exemple simple. Aujourd'hui, en Afrique centrale, on importe pratiquement tout. On importe tout jusqu'au cuidant. Vous verrez combien de ministres d'Afrique centrale peuvent venir sur la télévision avec une chemise africaine, avec une chemise locale. Donc tout est importé. Et lorsque nous dépendons de l'importation, on ne peut pas transformer. Et lorsqu'on ne peut pas transformer, on ne peut pas créer de la richesse. Tout à l'heure, M. Hubert Kamgan disait qu'il n'y a pas de crédit. C'est vrai que c'est vrai qu'il était un peu plus dur. On accorde le crédit, mais pas comme on aurait souhaité. Parce qu'il y a beaucoup de frais à l'octroi de crédit. Un exemple. Le coût des impôts et taxes, lorsque vous demandez un crédit à la banque, est très élevé. La taxe qui permet de produire la richesse, qui permet de créer la richesse, vient renchérir le coût de crédit. Et ça bloque, ça freine, ça constitue un obstacle à la production. Donc, ensuite, on a noté de manière globale en Afrique centrale un déficit, le niveau de déficit budgétaire est assez élevé, notamment au Congo qui approche pratiquement 18%, ce qui est... Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis quelque temps, un débat est ouvert et ce débat c'est en rapport avec les manœuvres de dévaluation du franc CFA. Des spéculations indiquent même de nouvelles parités. 1 euro pour 500 francs CFA en Afrique de l'Ouest, 1 euro pour 1300 francs CFA en Afrique centrale. C'est-à-dire une dévaluation dans un cas et peut-être pourquoi pas une réévaluation dans l'autre cas. Pour les tenants de la dévaluation, eh bien, c'est le passage obligé pour sortir de la récession en Afrique centrale,
Pour d'autres, eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins que des conséquences de l'indiscipline budgétaire et financière de la sous-région Afrique centrale, malgré les multiples mises en garde de la France et des institutions financières internationales. Oui, encore les institutions de Bretton Woods et leur camisole de force. Et voilà que renaît le débat sur la pertinence de ces mesures, le débat sur la question de la souveraineté des politiques économiques, le débat sur la question de la souveraineté monétaire. Une monnaie africaine ne serait-elle pas la principale solution face à ces multiples spectres de dévaluation qui planent sur l'Afrique depuis plusieurs années? Avec ces mesures du FMI et de la Banque mondiale, le risque d'évaluation est-il maintenant écarté, notamment pour les pays de l'Afrique centrale? Le Cameroun pouvait-il se passer de cet autre diktat qui a tout l'air d'un nouveau programme d'ajustement structurel? 230 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci, madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 230 le débat ce soir, professeur Hubert Kanga, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir aux très nombreux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci. Vous êtes ingénieur statisticien, économiste, vous êtes également homme politique. J'aime bien préciser que vous êtes militant panafricaniste. Vous vous définissez vous-même comme un résistant anticolonialiste, révolutionnaire panafricaniste. Et vous vous battez pour sortir le Cameroun de la zone CFA. Cela d'ailleurs consigné dans un ouvrage, notamment « Ce pourquoi je me bats ». Et c'est peut-être pas le seul ouvrage parce qu'il y a d'autres. J'ai par exemple sous les yeux le Cameroun au XXIe siècle, quitter la CEMAC puis œuvrer pour une monnaie unique dans le cadre des États-Unis d'Afrique. Publié en l'an 2000. Voilà, en l'an 2000, une préface de Abel Yinga et une postface du professeur Sindjun Pokam. C'est exact. Voilà, exact. merci. Donc, comme vous voyez, ça fait donc déjà depuis une vingtaine d'années que j'ai introduit le débat sur ces problèmes monétaires, économiques, en politique. Parce qu'avant moi, le professeur Tundian Pouemi, dans son maître ouvrage Monnaie, servitude et liberté, avait fait le travail du scientifique. Donc j'interviens en tant qu'homme politique pour avoir transporté ce débat sur le champ politique, pour démontrer que ce que les savants, ce que les économistes ont écrit peut être appliqué concrètement. D'accord, on le verra dans le courant de cette émission. Merci, professeur Kangan, d'être venu sur le plateau de 237 débats. J'introduis également David Kenyé, bonsoir. Bonsoir Duval, merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes économiste et spécialiste de la microfinance. Et vous êtes consultant auprès de plusieurs organisations nationales et internationales, la Banque mondiale, la Commission de l'Union européenne, entre autres, et puis vous dirigez un cabinet ici à Douala. Merci David d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir partagé et bonsoir chers téléspectateurs, et je suis content de participer à ce débat sur la dévaluation du franc CFA. Attends, vas-y, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour ce qui concerne, les téléspectateurs connaissent déjà assez bien. Je vais préciser simplement que vous êtes économiste et vous êtes banquier. Et donc, vous comprenez assez facilement et assez aisément. Et vous pouvez expliquer aux téléspectateurs les notions en rapport avec les problèmes de finances, de la monnaie, ainsi de suite. Donc, merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission. C'est moi plutôt qui vous remercie. Je profite d'ailleurs de cet instant pour saluer tous les téléspectateurs. Alors, nous avons un quatrième invité qui va nous rejoindre sur ce plateau, mais en attendant, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Vous avez entendu parler de cette affaire d'évaluation du franc CFA. Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit que c'était une rumeur, une fausse rumeur, ou bien vous pensiez effectivement que cela pouvait être vrai? En réalité, lorsqu'on parle de dévaluation, ou que ce soit des rumeurs ou pas, cela augure justement à quelque chose
pas du tout équilibré. C'est-à-dire que il faut qu'on le sache, si on parle d'élévation, ça veut dire que la politique économique ne produit pas les résultats escomptés. Donc, dans ce genre de situation, elle devient donc comme une solution qui doit permettre de régler le problème en ce qui concerne la création des richesses. C'est-à-dire que pour vous, le contexte socio-économique non, dans la sous-région ou bien dans la zone CFA de façon globale, était tel que... de façon globale, lorsqu'on parle d'évaluation, ça veut